chers membres de la famille d'Antoinette Spaak, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités qui sont nombreux et nombreuses ce soir, et tout simplement chers amis, c'est un honneur pour moi que de vous accueillir à cet événement conjoint de Défi Femmes et du Centre d'études Jacques Georgin en l'honneur de notre regrettée Antoinette. Nous l'aurions fait sans doute beaucoup plus tôt, si le Covid ne nous en avait pas empêchés. Mais nous tenions à organiser cet hommage en offrant à Antoinette un écrin de présence et de chaleur humaine à la hauteur de notre perte. Il nous fallait, ce soir, prendre le temps de nous rassembler, de nous retrouver et de commémorer sa mémoire à sa juste mesure. Je voudrais d'emblée remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis l'organisation de cet événement. D'abord, évidemment, le président du Centre d'études, Charles-Étienne Lagaste, la présidente de Défi Femmes, Gisèle Mandela, mais aussi les très nombreux bénévoles qui les ont aidés, avec une pensée particulière pour Gisèle Aboud et Christophe Verbist. Je remercie aussi tous ceux qui vont prendre la parole lors de cette soirée riche en souvenirs d'Antoinette, avec une mention particulière pour Béatrice Delvaux et Francis van de Woestijn, qui sont, comme vous le savez, nos deux plus grands éditorialistes en chef en Belgique francophone et qui partagent, entre autres choses, le fait d'avoir croisé, et plus que croisé, Antoinette à plusieurs périodes de sa vie, et qui ont accepté d'animer les deux panels de cet événement que nous avons voulu non partisans. Non partisans car toutes et tous ici, au-delà des convictions, au-delà des parcours, au-delà des générations, car Antoinette a inspiré beaucoup de jeunes, nous avons la certitude d'avoir connu une personnalité d'exception. Antoinette Parti, ce sont tous ceux qui aiment la politique au sens noble et vrai, qui sont devenus soudainement orphelins. Elle incarnait au plus haut point la politique dans le sens noble du terme, entre fermeté des convictions et élégance dans le combat. Comme le disait très justement Francis van de Woestijn dans le récit d'entretien qu'elle lui accorda, elle avait, je cite, la force de conviction d'une vraie femme d'État. Elle laisse se souvenir d'une grande dame, intègre, fidèle, joyeuse, suscitant l'admiration de chacun dans son parti, mais aussi dans la classe politique belge tout entière et dans les cénacles européens qu'elle a fréquentés. Votre présence à tous, nombreux et nombreuses, en est le plus éloquent hommage. À titre personnel, elle m'a accueilli spontanément. J'ai pu compter depuis le premier jour sur un soutien moral discret, mais essentiel. Et même si je l'ai évidemment beaucoup moins connue que celles et ceux qui s'exprimeront après moi, j'ai eu suffisamment de conversations avec elle pour pouvoir comprendre que ceci. Antoinette aimait les hommages, mais elle n'aimait pas trop les cérémonies. Elle aimait rire, mais elle n'aimait pas trop les manières. Elle était authentique, directe, mais toujours juste. Et c'est en cela, je crois, qu'elle manque à une vie politique dure, elle a toujours été dure, mais devenue peut-être de plus en plus cynique et parfois superficielle. Pour le prouver, pour terminer, je donnerai la parole à Antoinette elle-même sur 3 courtes petites citations. Sur la présidence d'un parti. La présidence du parti, dit-elle, est lourde. Tous les jours, quand vous vous réveillez, vous attendez la tuile. Un membre s'en va, un autre veut entrer, un troisième fait une gaffe, une vie infernale. Je crois, cher Olivier, cher Joël, quelques autres, que ceci parle à plusieurs d'entre nous. Sur l'Europe, elle nous disait « Je ne me fatiguerai jamais de dire que l'Europe s'est construite contre l'opinion publique. Celle-ci s'est finalement ralliée à l'objectif et aux moyens définis, défendus et réalisés par des hommes engagés et intègres. C'est un exemple d'optimisme sur l'avenir. » Et puis, sur la place des femmes en politique. Femmes et jeunes femmes qu'elle a tellement inspirées et poussées en avant pour faire de la politique, elle nous dit « La femme n'est pas complémentaire de l'homme, elle est son avenir. Et s'il faut déclarer un vainqueur entre les deux, je pense que la femme peut l'emporter vu le courage quotidien dont elle fait preuve. » Ce soir, chers amis, rendons-lui hommage, mais ne soyons pas malheureux. Ce soir, ne soyons pas tristes de l'avoir perdue, célébrons la chance qui est la nôtre de l'avoir connue. Je vous remercie. Merci François pour ce discours très inspiré, une fois de plus. Eh bien, j'invite maintenant à nous rejoindre ici sur scène Mesdames Christine Matret, magistrate honoraire à la Cour de cassation, et Françoise Tulkens, juge honoraire à la Cour européenne des droits de l'homme.
ainsi que messieurs Étienne d'Avignon, ministre d'État, et Francis Van de Woestijn, ancien journaliste, éditorialiste et rédacteur en chef de La Libre. Alors, monsieur Van de Woestijn... Alors, M. Van de Woestijn est également l'auteur des entretiens avec Antoinette Spaak, publiés aux éditions Racine. Je vous en prie. Je vais d'abord aider, en fait. Voilà. Plus sympa. S'il vous plaît. Donc, M. Van de Woestijn est également l'auteur des entretiens avec Antoinette Spaak, publiés aux éditions Racine. Et je suis persuadé que vous avez déjà tous ce livre dans votre bibliothèque. Et il est assurément la personne la mieux placée pour évoquer avec nos invités leurs souvenirs. Il animera donc le volet témoignage de notre soirée. Monsieur Van de Woestijn, votre talent et votre longue expérience de journaliste sont vos atouts pour faire jaillir de vos invités ce supplément d'âme qui nous permettra de découvrir Antoinette Spaak sur d'autres aspects de sa personnalité. Monsieur, je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup. Je suis vraiment très honoré d'être ici ce soir et j'étais très ému quand François m'a proposé d'animer ce dialogue entre des personnes qui ont forcément très très bien connu Antoinette. Et en fait, après avoir accepté sans hésitation d'animer ce dialogue, je me suis quand même posé cette question. Et ça rejoint un petit peu, François, ce que vous venez de dire. Est-ce qu'Antoinette aurait vraiment souhaité cette soirée? Qu'en aurait-elle pensé? Que se dit-elle peut-être, si elle nous voit, si elle nous regarde? J'ai suivi son parcours politique de loin, nous nous sommes en fait croisés, et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration, je crois que c'est un mot qui reviendra beaucoup dans cette soirée. J'ai eu de l'admiration pour ses combats, pour la force de ses convictions, pour la droiture et la permanence de ses engagements. Mais je ne l'ai vraiment connu que lorsque les éditions Racine, vous l'avez rappelé, m'ont proposé de rédiger un livre d'entretien et de souvenirs avec elle. Et au printemps 2016, chaque samedi, pendant plusieurs mois, je venais m'installer dès 9h du matin chez elle dans son petit appartement, avenue d'Italie, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et mon intérêt, mon admiration s'est rapidement muée en réelle affection. Et après, tous les 2 ou 3 mois, nous nous appelions pour papoter un peu, parler de nous, parler d'elle, parler de nos familles, parler de la vie, de la mort aussi, bien sûr, de la politique, d'Olivier Minguin, qu'elle admirait tellement, qu'elle admire tellement, et au sujet duquel elle ne tarissait pas d'éloges. François, vous n'étiez pas encore président, donc vous n'étiez pas encore dans notre conversation. On parlait d'Olivier Minguin, on parlait de ses héritières en politique, Joël, Laurette et d'autres. Nous parlions évidemment aussi d'Emmanuel Macron, qu'elle admirait, mais avec certaines réticences. Nous parlions de Laurent Delahousse, parce que voilà, c'est le plus beau d'entre nous, de Roger Federer. Et la toute dernière question que je lui ai posée après ces 3 mois d'entretien était celle-ci. Que souhaitez-vous que l'on retienne de vous? Et elle m'avait répondu spontanément. Je ne suis pas du tout intéressé par cela. Ce sont mes petits-enfants qui m'ont demandé d'écrire mes souvenirs. Je leur avais raconté quelques histoires par-ci et par-là et ils ont trouvé cela amusant. Si je l'ai fait, ce n'est pas parce que j'étais soucieuse de savoir quelles traces j'allais laisser, mais bien pour raconter des histoires à mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Était-ce de la fausse modestie? Je ne crois pas. Je pense qu'elle était sincère en disant cela et je pense qu'elle aurait quand même aimé que l'on se souvienne d'elle comme nous le ferons ce soir. Pas lors d'une séance académique guindée, mais en toute simplicité. Et en tout cas, je suis certain qu'elle aurait aimé que soient rassemblés ici pour un soir toutes celles et ceux qui l'ont croisée et aimée. On nous a demandé, donc, comme vous l'avez déjà dit, dans cette première table ronde, non pas de dresser le portrait politique d'Antoinette, ça c'est Béatrice qui fera ça avec ses invités tout à l'heure, mais donc je vais essayer de tenter de susciter chez mes invités quelques anecdotes qui pourront révéler un portrait plus intimiste d'Antoinette. On va essayer donc de faire ressortir ce portrait, parce que si tous et toutes nous l'avons bien connu, peut-être que vous allez découvrir certains aspects de sa personnalité. Et donc j'aimerais tout d'abord simplement demander à Stevie, à mesdames Matrey et Tulkens, qu'ils me racontent peut-être brièvement la première rencontre avec Antoinette.
Et je ne veux pas être, malhabile, mais je vais commencer par Stevie, non pas par les dames, parce que, voilà, malgré tout, c'est quand même l'homme de sa vie, c'est quand même celui qu'il a côtoyé le plus souvent, le plus longtemps. Et je me souviens, Stevie, qu'elle m'a raconté le tout premier soir où, excusez-moi l'expression, mais vous l'avez dragué. C'était lors d'un bal chez les Boels, et vous n'y êtes pas allé par 4 chemins. Je vais sûrement répondre à la question. Pardon. Oui, mettez bien le micro devant Oui, votre... je vais sûrement répondre à la question, mais avant, je voudrais vraiment remercier Olivier et Étienne d'avoir organisé cette soirée, parce que je suis frappé par ça, c'est que tous ceux qui sont là ce soir ont envie d'être là. Il y a tellement de cérémonies où on va parce qu'on doit être là, et ici tout le monde est là parce qu'ils ont envie d'être là. Merci d'avoir permis ça, c'est magnifique. Alors effectivement, la première fois que j'ai vraiment entamé une discussion avec Antoinette, c'était un bal que les Boels avaient donné dans leur château du Chenois. Et c'était très bien, tout le monde était chic et en smoking et ainsi de suite. Et Yves Boel, qui était mon meilleur ami, dansait avec Antoinette et je trouvais ça tout à fait intolérable. Et donc je suis venu chez lui et je lui ai dit « Ton père te cherche ». Ce qui était un mensonge caractérisé, mais comme le père exerçait une grande influence sur lui, il est parti en courant et moi je suis resté. Et elle a succombé. Et elle a succombé à vos charmes. Oui. On en parlera tout à l'heure de ça. Ça c'était beaucoup plus discutable. J'ai dû beaucoup ramer. Oui. Votre première rencontre avec Antoinette? Votre première rencontre avec Antoinette? Je suppose que ça marche. Oui, oui. Alors voilà, je crois que si j'ai rencontré Antoinette, c'est parce qu'elle était curieuse. Mettez bien le micro. Ça se déroulait au moment de cette abominable affaire du trou. Et le hasard de la vie faisait que j'étais par hasard, président d'une association de magistrats à l'époque, bien décidée à défendre le fait qu'il devait y avoir un respect des règles constitutionnelles et légales pour assurer la justice dans une démocratie. Ce n'était pas une question facile à débattre à cette époque, parce qu'une espèce de courant populiste emportait un peu les esprits. Et donc, voilà, j'allais un peu au feu sur cette question. Alors, je crois qu'Antoinette, quand elle était confrontée à de la complexité, elle aimait se rendre compte par elle-même de ce qu'il y avait à penser de cette complexité. Et donc, c'est ça qui l'avait attirée à cette petite conférence. Et puis après la conférence, j'ai eu la divine surprise de voir arriver Antoinette sous la tribune où j'étais. C'était même assez cocasse dans mon souvenir parce que j'étais huchée sur quelque chose de très haut et Antoinette est arrivée et elle n'était pas très grande. Et donc je me suis précipitée sur le plancher pour aller l'accueillir et discuter avec elle. Et voilà, c'est une conversation finalement entre nous qui a duré 25 ans. Une très belle amitié, parce que c'était elle, peut-être pas parce que c'était moi, mais une très belle amitié qui a duré 25 ans. Je ne dirais jamais que j'étais la meilleure amie d'Antoinette, je n'avais pas ce degré d'intimité avec elle, mais je crois qu'on s'aimait vraiment beaucoup. Merci. Françoise. Oui, merci Francis, merci beaucoup. D'abord, moi je suis toute heureuse d'être ici, de voir tous ces bourgmestres, tous ces politiques, mais c'est merveilleux, c'est magnifique, j'en suis presque émue. Et donc je remercie beaucoup aussi tous ceux qui ont eu cette excellente idée d'organiser cette soirée qui vraiment va être... À le moment où je l'ai rencontré, eh bien ce n'était pas un bal, non, certainement pas. Ce n'est pas dans l'affaire du trou, certainement pas, c'est encore avant.
C'est encore avant. Parce que dans les années 70, rappelez-vous, il y avait un grand débat en Belgique sur la dépénalisation de l'avortement. Alors Antoinette est venue à l'université de Louvain où j'étais jeune assistante ou jeune prof, je ne me rappelle plus très bien, quoi. C'était pas si facile, et pour moi non plus d'ailleurs, c'était pas si facile. Elle est arrivée comme elle est toujours, grande classe. Grande classe. C'était pas du tout. Le débat était extrêmement vif, était extrêmement fort. J'ai dit, je suis vraiment contente que vous veniez pour expliquer tout ça et qu'on puisse quand même avoir quand même une certaine solidarité sur ces questions qui sont quand même essentielles. Et alors ça, c'est un aspect d'Antoinette que moi j'ai trouvé extraordinaire. Elle est proche des gens avec lesquels elle veut faire quelque chose. Ça, j'ai trouvé mais vraiment extraordinaire parce que c'était difficile, c'était pas simple. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le débat, mais rien que d'y penser, j'en ai encore, je ne dis pas quelques nausées, ou au contraire, grâce à Antoinette, quelques plaisirs. Et bien, c'est là que j'ai rencontré pour la première fois. Je me dis, mais quelle classe pour arriver dans ce milieu et venir défendre ses positions avec une force. Enfin, j'ai trouvé ça formidable. Et alors, avant ça, bien sûr, parce que j'étais, comme tout le monde, en humanité, puis en rhétorique, tenez-vous bien, on nous faisait lire, pourtant j'étais dans une école catholique, on nous faisait lire les discours de Paul-Henri Spaak, et notamment le fameux discours de 47 sur la peur. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, m'a marqué. Donc, j'ai connu Antoinette avant Antoinette. Je l'ai connue lorsque ce discours de Paul-Henri Spaak sur la peur, ça reste quand même un tout grand moment d'anthologie. Et donc, voilà. Mais donc, après ça, je l'ai connue plus personnellement, mais beaucoup après, beaucoup plus tard. Et alors là, on parlera sans doute de ses qualités, de ses petits défauts aussi. Hein. Oui, Hein, on en parlera. Oui. Oui. Justement, Stevie, quel est le trait de caractère que vous retenez d'Antoinette? Est-ce que c'est son humour, c'est sa mauvaise foi, je ne sais pas, c'est son caractère bien trempé, son goût pour la musique? Je crois qu'avant tout, et Françoise l'a bien dit, c'était son intérêt pour les personnes. C'est vraiment une caractéristique, c'était vrai pour sa famille, c'était vrai pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour ses arrière-petits-enfants, mais les personnes la passionnaient, puis au-delà de ça, il y avait la conversation, mais il y avait les personnes d'abord. Et je crois que c'est une caractéristique, et c'est une caractéristique qui s'applique à toutes les personnes avec lesquelles elle était en rapport, parce que il y a deux choses. Je veux dire, la politique, tout le monde, on le sait, n'est pas quelque chose ni de simple, ni de paisible. Elle avait des amis partout. Et ça, c'est des vrais amis, pas des connaissances, et ainsi de suite. Elle était amie avec Wilfried Martens, elle était amie avec Hugo Schiltz, elle était bien sûr amie avec Laurette et Joël qui sont ici ce soir, mais vraiment amis, ça dépassait la réalité politique. Et le deuxième élément qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de conflit dans l'esprit d'Antoinette entre l'amitié et le fait de vous engueuler. Oui. Ça allait tout à fait bien de pair, parfois bien, parfois moins bien, Parler mais en d'expérience. tout cas c'était clair et net. Et il n'y avait pas à se tromper. Et la question importante, c'est que ce n'était pas personnel. Et aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que quand on est en désaccord avec quelqu'un, il a une tendance à vous dire « mais pourquoi est-ce que vous ne m'aimez pas ?» Mais ça n'a rien à voir. On peut adorer quelqu'un et être fondamentalement en désaccord avec eux sur quelque chose. Et aujourd'hui, cette distinction entre la différence d'opinion intellectuelle ou sentimentale, ou peu importe, et le rapport avec l'individu sont deux choses différentes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pour elle était importante, parce que, comme on le sait, quand elle avait une opinion, elle avait une opinion. Et je veux dire que quand on parlera de sa défaut, il y avait toujours une grande contestation, une compétition entre elle et moi pour savoir qui était de plus mauvaise foi dans la discussion. Bon, vous nous direz tout à l'heure qui a gagné. Hein. Je vous entends, comment on veut dire, opiner. Prenez votre micro, s'il vous plaît. Prenez votre micro. Et vous me posez quelle question? Eh bien, non, je vous entendais dire, approuver les paroles de oui, Stevie en disant j'abonde. qu'elle pouvait se disputer, mais en même temps être, oui. Mais garder une bonne opinion des gens. j'ai envie de dire en vous écoutant que
une chose qu'il faut souligner chez Antoinette, c'est qu'elle aimait vraiment les gens. Elle portait un regard sur l'humanité qui était vraiment un regard sincèrement bienveillant. Mais voilà, vous savez, on dit en règle à la Cour de cassation, en règle, mais ça suppose que la Cour se réserve quelques exceptions. Oui. Et là, il y avait quelques exceptions, ce qu'elle a appelé elle-même, par exemple, elle disait d'elle-même qu'elle avait le don d'indignation. Et ça, je trouve que c'est une formule épatante. Un don de juste indignation, c'est vraiment essentiel. Par exemple, pour avoir une action politique forte, c'est essentiel pour faire un barrage à tout ce qui est l'injuste, la bassesse, la bêtise. Elle n'aimait pas beaucoup ça, hein. Elle détestait ça. Et donc ce don d'indignation, c'est quelque chose qui pouvait vraiment l'animer, mais qui n'empêchait pas qu'elle continue à regarder l'humanité avec énormément d'attention bienveillante et généreuse. Alors, peut-être que je glisse un peu là, mais au fond, quand on parle de don d'indignation, on est dans le registre des émotions. Mais dans le registre des émotions, à la fin de sa vie, moi je me souviens de l'avoir entendu parler de ses peurs. Alors, pas des peurs pour elle-même, bien sûr, mais des peurs pour nous, des peurs pour l'avenir. Elle avait très sincèrement peur de ce que pouvait représenter dans l'avenir l'extrême droite, d'une part, et d'autre part, cette absence de politique d'accueil des migrants. Ça l'affectait beaucoup, je crois, et elle en parlait, elle nous en parlait régulièrement à nous, ses amis. Oui. Voilà. Cet amour des gens, ça vous a frappé aussi, Françoise ? Oui, écoute, voilà, évidemment, le temps passe depuis Louvain, etc. Oui. Puis j'ai reconnu alors, et vraiment beaucoup mieux, dans ces dernières années, avec un énormément de plaisir. Et pour moi, elle était exactement un peu ce que la Cour européenne des droits de l'homme répète inlassablement, le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture. Eh bien, c'était tout à fait elle. C'est tout à fait elle. Pluralisme, tolérance, esprit d'ouverture. Alors, pour moi, c'était vraiment à la fois une femme de cœur et une femme de tête. Alors, une femme de tête, on en vient d'en parler. Évidemment, Stevie, je crois que c'est dans le très beau texte que Béatrice Delvaux a fait dans Le Soir, au moment du décès d'Antoinette. Elle dit, Stevie et Antoinette, ils se respectaient avec tendresse, mais ils s'affrontaient avec force. Alors ça, je l'ai vu. Ça, vraiment, je l'ai vu. Ils s'affrontaient avec force. À la fin, ça se terminait très, très élégamment, évidemment, tout à fait civilisé. Mais Stevie disait, si ça continue, tu peux rentrer en taxi. ça, c'était comme ça, on savait où on en était, quoi. Mais en même temps, c'était une femme de cœur. Et ça, c'est vrai que moi, je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais pas parce que c'était pas l'image qu'elle donnait de l'extérieur. Et une femme de cœur, pendant le confinement, par exemple, ça j'ai trouvé extraordinaire, elle passait un petit coup de fil pour savoir comment ça allait. Oui. Tout simplement, rien de spécial à dire. Ça va, le confinement, c'est pas trop dur. Enfin, je trouvais ça vraiment mais extraordinairement gentil. Et pour tout. Et alors, cette volonté, justement, de trouver des jeunes qui lui paraissaient importants, qui paraissaient qu'il fallait soutenir. Cette dimension-là, que font est peu connue, je la trouvais, moi, assez extraordinaire. Vraiment une femme de cœur, une femme de tête, une femme d'esprit, évidemment, parce qu'elle n'en manquait pas. Hein. Oui. Elle n'en manquait pas, ça c'est vrai. Oui. Mais comme tu disais, Stevie, elle était à la fois critique, mais jamais méprisante. Elle n'a jamais méprisé les personnes. Elle les trouvait, par moments, peut-être pas terribles, que ce qu'ils disaient était peut-être un peu bête, mais néanmoins, elle les respectait. Et ça, je trouve vraiment... Enfin, il y a encore plein d'autres éléments, mais voilà, je mets ça maintenant dans le petit panier. Alors dites-nous, Stevie, qui était le plus têtu des deux et qui gagnait à la fin ? Pardon ? Qui gagnait à la fin ? Qui était le plus têtu des deux ? Prenez votre micro. C'est facile. De la mauvaise foi, moi j'étais persuadé que c'était moi et elle était persuadée que c'était elle. Donc on était même en désaccord sur la fin. Oui. Attendez, prenez votre micro. Oui, excusez-moi. Oui. Il y avait ce que les amis appelaient les fausses chamailleries du couple. Et ça, c'était de très grands moments. Je pense que Stevie avait à peine ébauché une petite moue que Antoinette était capable de partir comme un jeune taureau dans l'arène dans une colère folle. Et à ce moment-là, on voyait Stevie ouvrir les bras, un peu comme un orang, avec la quête désespérée d'indulgence qui ne venait pas. Et il essayait de murmurer, mais Antoinette, je n'ai encore rien dit. Et Antoinette répondait, mais peu importe, tu allais le penser.
Et alors, ça, voilà, c'était des scènes que nous adorions et qui se jouaient évidemment pour notre plaisir. Voilà, pour ses qualités, ses défauts. Vous vouliez quand même dire un mot de ses défauts, Stevie. Est-ce possible? Mais elle n'avait pas des défauts marquants. Elle n'avait pas quelque chose dans lequel on peut dire que c'est... Elle n'avait pas des défauts marquants. Elle avait, comme toujours, des qualités qui étaient plus ou moins complètes. Mais elle n'avait pas de défauts marquants. Sauf elle était impatiente, ça c'est sûr. Et comme disait Christine, j'étais l'objet de cette impatience de manière privilégiée. Tu demandais dans les questions que tu nous as proposées, tu dis une anecdote. Et moi, une anecdote, mais qui va m'amener quand même à un thème auquel je pense qu'il est vraiment important. Un jour, je lui demandais, est-ce que tu es féministe? Elle me dit, ah non, jamais. Et puis elle se reprend toujours. Oui, oui. Et ça, c'était exactement ça, quoi. À la fois, elle ne voulait pas qu'on la qualifie, qu'on donne une sorte de qualification féministe. Elle était féministe en acte, en situation. Et ça, j'ai trouvé vraiment important. Elle a quand même pas mal avancé et lutté pour le droit des femmes. Loretta Onkelinx est là, et enfin, vous le savez, je ne sais pas ce qu'il faut dire, tu ou vous, vous avez fait ce décret sur la féminisation des noms et des titres. Ce que je trouve très important, et déjà il y a fort, fort longtemps. Et donc, pour une question comme ça, elle était profondément féministe, mais elle n'était pas les chiennes de garde, certainement pas, ça, certainement pas avec la virulence, mais une vraie volonté de faire progresser les droits des femmes. Et je trouve que pour beaucoup de jeunes femmes ou de femmes, et d'hommes aussi d'ailleurs, c'est quand même elle est un rôle modèle, comme disent les Anglais. C'est vraiment un rôle modèle dans ce qu'elle a fait. Et elle était par sa personne, par ce qu'elle faisait, par ce qu'elle voulait, comment elle réagissait, pas du tout de manière dogmatique, mais elle a vraiment été un rôle modèle sur ces questions féminines. Et je dirais, on en est aujourd'hui encore, il faut les reprendre de plus en plus. C'est tellement important. C'est tellement important. Je crois que c'est Simone de Beauvoir qui disait en 46, oh, l'égalité des hommes et des femmes. Je crois que maintenant on y est, ça va bien, quoi. En 46, on est maintenant en 2021 et il y a encore un travail énorme. Et donc je trouve que là vraiment elle joue un rôle. Elle a inspiré toute une série de gens, pas simplement dans la politique, aussi dans d'autres domaines, par cette vision comme ça complète qu'elle avait de la vie, de la société, de l'amitié. C'est aussi votre sentiment. Mais moi, je parlerais surtout de la féminité d'Antoinette, plus que de son combat féministe. Pour moi, le symbole de la féminité d'Antoinette, ça se situe au cours d'une émission l'émission de la RTBF Striptease. Hein. Vous vous rappelez cette émission assez cocasse. Et, pardon, on n'est pas très bien assis là-dedans. Et bref, il y avait un reportage de striptease qui se déroulait un soir d'élection en 1985. Et c'était une période très difficile, hein. L'année 85 pour la Belgique, c'était pas une année joyeuse. Il y avait eu le drame du Heysel, il y avait eu les tueurs du Brabant wallon depuis 1982, et puis maintenant il y avait les cellules communistes combattantes qui avaient quand même des explosifs, des armes. Le climat était tendu. Et on se trouve donc dans les studios de la RTBF, surchauffés parce qu'on avait installé des spots. C'était très, très compliqué pour les personnes d'attendre là dans un petit couloir leur tour pour aller monter sur un plateau qui était un peu comme ça avec des lignes roses, noires. Enfin, c'était très impressionnant. Et les messieurs, tous les messieurs qui suaient un peu sang et eau, commençaient à discuter dans les couloirs. Et puis, les journalistes, évidemment, tendaient leur micro pour avoir des informations. Et à ce moment-là, on annonce qu'il y a une menace d'attentat à la RTBF. Alors, ça sème un peu d'effroi dans les rangs, mais enfin, les messieurs restent là stoïquement, sans trop bouger, s'approchant plutôt des gendarmes que des journalistes. Et puis, on voit, du fond du couloir, arriver comme un petit bouton de rose tout frais, Antoinette, qui arrive toute souriante et qui traverse la foule en disant « Excusez-moi, messieurs, on m'attend un peu plus loin. » Et tout le monde s'écarte, miraculeusement. Ça, c'était la féminité d'Antoinette, parce que dans une situation qui était essentiellement masculine, elle arrivait par sa seule féminité à transcender le tout. Voilà. Oui, oui.
belle anecdote, oui, qui traduit bien effectivement ce qu'elle était. Oui, oui. Hypothète, vos fauteuils, c'est vraiment pas ça. Mes fauteuils, oui. Bon, avis aux débatteurs suivants. Ne vous asseyez pas dans ce fauteuil-là. Le mien est assez confortable. On Oui. change alors, on change. Qu'est-ce qu'elle détestait, Antoinette, Stevie? La médiocrité. Oui. Je crois que c'est vraiment la seule chose qu'elle détestait véritablement. Elle ne détestait pas les gens qui avaient une autre opinion qu'elle. Elle avait du respect pour ça, qui était compensé par la fureur. Mais elle avait du respect pour ça. Les gens avaient le droit de penser autrement qu'eux. C'était tant pis pour eux, mais c'était leur droit. Mais la médiocrité, elle ne supportait pas. Le responsable qui n'assume pas sa responsabilité. Celui qui doit guider et qui attend qu'on lui dise ce qu'il doit faire. La médiocrité, elle détestait véritablement. Et je pense qu'elle avait bien raison. Oui. Mais c'était quelque chose qui l'agaçait et l'énervait profondément. Françoise, est-ce que vous l'avez vue fâchée ou en colère? Oh, je ne vais pas aller dans les défauts parce que j'ai dit ça tout à l'heure comme ça. Non, moi je voudrais vraiment reprendre parce que ce sont des qualités que j'ai vues en Antoinette et qui quand même m'ont inspirée. Je trouve qu'elle était à la fois une héritière, parce que c'est vrai, elle était une héritière, et en même temps une pionnière. Et ça, je trouve ces deux choses en même temps, c'est vraiment formidable. Voilà, c'est sûr qu'elle venait du milieu qui était le sien, un milieu qui était nimbé dans la politique, mais en même temps, elle était pionnière dans toute une série de choses. Et ça, je trouve vraiment important. Et alors, c'est les qualités qu'elle est parvenue à, que je vois, en tout cas, qui, moi, m'ont vraiment beaucoup touchée, c'est qu'à la fois, c'est une femme libre. Et ça, c'est tellement essentiel. C'est une femme libre et en même temps indépendante. Indépendante et libre, ce sont vraiment deux choses, mais être une femme libre, ce n'est pas quelque chose comme ça que l'on reçoit dans une cuillère en argent, c'est quelque chose que l'on construit, c'est que l'on construit tout au long de sa vie, d'être libre par rapport à ses choix, d'être libre par rapport à ses décisions, par rapport à ses volontés, par rapport à tout, d'être libre, mais de le faire sans arrogance, sans méprisante, et en même temps indépendante. Elle était totalement indépendante de tout, et ça, je trouve vraiment deux qualités qui sont vraiment inspirantes, voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est que lors des entretiens, elle m'a répété presque chaque fois « je suis une privilégiée ». Et elle ne parlait pas nécessairement de ses origines familiales, mais du fait qu'à chaque moment de sa vie, elle avait pu vraiment choisir en toute liberté et en toute indépendance ce qu'elle avait envie de faire. Créer d'abord une famille, et puis lorsque ses enfants ont grandi, choisir un autre destin politique, et puis choisir d'être députée à plusieurs niveaux, au niveau européen bien sûr. Et je trouve que c'est ça qui l'a... Et elle l'a répété 100 fois. Je suis une privilégiée et je le sais. Oui. Stevie, vous voulez ajouter quelque chose? C'était aussi une femme de devoir. Elle avait le sens que ce qu'on lui demandait de faire, eh bien, il fallait le faire. Oui. Que ce soit facile ou pas facile. C'était une femme de devoir. D'ailleurs, l'anecdote qu'on a racontée tout à l'heure, quand elle s'est réveillée comme présidente de parti en se demandant quel était l'emmerdement qu'elle aurait ce jour-là. Mais elle assumait complètement. Je crois qu'elle a été enchantée de le faire. Elle a été encore plus enchantée de ne plus le faire. Chic, ouf, oui. Mais avec une grande compréhension pour ceux qui venaient ensuite. Et je pense que Françoise a raison, elle était très soucieuse de ce qui arrivait après. Comment est-ce qu'elle pouvait aider ceux qui allaient venir après, qui allaient prendre le relais, qui allaient faire ce qu'elle n'avait pas eu l'occasion de faire. Et pas du tout dans un sens de le surveiller. Elle n'avait aucune des défauts de la belle-mère de caricature, mais elle avait la sincérité de vouloir aider et la grande satisfaction quand ça réussissait. Je veux dire, elle était le nombre de fois où Olivier paraissait à la télévision, elle se tournait vers moi et dit « Il est quand même bien, hein ?» Et je connaissais la réponse que je devais avoir si je voulais passer une soirée tranquille. En plus, je devais rarement me forcer, mais c'était très, très, très profond.
Elle voulait que ce soit comme ça. Elle voulait qu'on partage les sympathies qu'elle avait et ainsi de suite. Et c'était, ouais, ça faisait partie de la richesse de la vie. À propos de ses passages à la télévision, il était aussi conscient de l'impact que ça pouvait avoir. Et il me disait que le lundi matin, souvent, il se baladait dans son Deleuze pour voir ce qu'on avait pensé de ce qu'elle avait dit, des idées qu'elle avait longuement préparées. Et il me dit, la seule chose dont on me parlait, c'était mes boucles d'oreilles. Vous parliez de ses craintes tout à l'heure. Est-ce qu'elle avait aussi des espoirs particuliers? Est-ce qu'elle vous a confié? C'était une femme qui avait bien sûr de l'espoir dans l'humanité. Elle était imprégnée de ce que les pères de l'Europe avaient fait. Et donc, par conséquent, quand on est nourri à cette école-là, on ne peut qu'espérer en l'avenir. Et que des turbulences abominables puissent être surmontées par la bonté des hommes. Mais c'était ça. Tout ça tournait autour de son apprentissage, de la construction de l'Europe et des conditions dans lesquelles ça s'était fait. Oui. Qu'est-ce qui l'a construit finalement, Stevie? Qu'est-ce qui a fait de cette femme? Qu'est-ce qui lui a donné cette force, cette intégrité? C'est son père? Ce sont ses expériences? Je crois du milieu familial. Oui. Je veux dire, le milieu familial était profondément politique. Donc, on parlait politique à table. C'était la chose normale. Et donc, elle était dans ce sens-là. Ensuite, elle a beaucoup accompagné son père, parce que sa mère n'avait pas, à un moment donné, une bonne santé, et donc elle l'a beaucoup accompagné, et donc elle a vu ce que c'était en réel également, et elle avait une grande admiration et une grande affection pour son père. Donc, dans ce sens-là, quand elle disait qu'elle était privilégiée, c'était vrai. C'est-à-dire que les qualités qu'elle devait avoir ont été naturellement préparées par la vie qu'elle a eue. Elle n'a jamais dû apprendre l'Europe, puisqu'elle en a entendu parler, donc c'était une chose naturelle. Et donc, en ce sens-là, c'était important. Et il y a un point qui est aussi important, c'est que elle avait le doute. Elle s'interrogeait. Elle pouvait être extrêmement forte dans l'affirmation, mais elle avait le doute. Elle ne pensait pas qu'elle avait nécessairement raison. Une fois qu'elle commençait, oui, mais... Oui. Donc elle avait, et ça c'est quand même une grande qualité, et elle était toujours, jusqu'à la fin, étonnée de la place qui était devenue la sienne. Oui. Françoise, oui. Et non, le côté le plus incroyable, c'était qu'aux dernières élections, je crois qu'aux élections au Parlement européen, elle avait été sur la liste parce qu'on lui avait demandé d'être sur la liste et qu'elle était, je ne sais pas moi, dans le dernier tiers de la liste, donc avec une grande tranquillité, qu'elle ne serait pas élue. Et voilà qu'elle est élue. Et alors, le sens du devoir l'a amené à ne pas démissionner tout de suite et aller, je ne sais pas si c'était 5 mois ou 6 mois au Parlement européen, parce que ce n'était pas correct par rapport aux personnes qu'il avait choisies de dire que parce qu'elle n'avait pas envie, eh bien, elle n'irait pas. Oui. C'est une grande qualité. Oui. Elle vous faisait part de ses doutes aussi? Oui, moi je trouve que c'est... Prenez... Oui. Pardon, excusez-moi. C'est vrai que c'est... Oui, elle avait des doutes... mais des doutes profonds. Et quand tu parlais de la vérité tout à l'heure, Stevie, elle ne voulait pas la vérité, mais elle avait sa vérité. Et ça, je trouve vraiment fort. Elle avait sa vérité et elle l'expliquait. Et elle n'empêchait pas que d'autres aient d'autres vérités. Donc elle n'était pas du tout dogmatique à chercher une espèce de vérité qui allait comme ça. Non, elle voulait être proche de sa vérité. Et ça, je trouve vraiment important. Et quand tu parles de son sens du devoir, c'est vrai que ce que toi, tu peux le dire. Je trouve que c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que c'est vrai qu'elle était d'un milieu privilégié comme beaucoup d'entre nous le sont, hein, quand même, soyons clairs. Et je trouve qu'une fois qu'on est dans un milieu privilégié, eh bien, on a des responsabilités, des devoirs, ça c'est évident. Alors je trouve aussi, peut-être que tu me contrediras, mais je trouvais qu'elle était quand même d'une certaine manière assez modeste. Parce que c'était pas, alors je dirais avec tout le passé qui était le sien, avec tout la carrière qui était la sienne, franchement elle aurait pu
elle n'était pas du tout... Non, je la trouvais, elle était très modeste, mais ce n'était pas à elle qu'on n'aurait pas mis une chaise pour se mettre à l'endroit où elle devait être. Ça, certainement pas. Ça ne lui serait pas arrivé, ça je suis bien sûre. Oui. Mais elle était modeste, oui. Alors, on parlera beaucoup ce soir évidemment de la femme politique, on a parlé de la femme, mais elle était, Stevie, très très attachée aussi à sa famille, à ses parents bien sûr, mais aussi à ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elle avait réellement le sens de la famille. Oh, c'était pour elle une question... c'était pas une question, c'était une évidence. Oui. C'était une évidence. La famille était importante. L'affection qu'elle avait pour la famille, le plaisir qu'elle a eu de voir grandir ses enfants, ses petits-enfants. Et elle disait toujours son ravissement d'être grand-mère en disant « je n'ai aucune responsabilité et donc je peux jouir complètement sans devoir faire... » Et c'était si vrai. Et ça a été la famille a été pour elle une grande joie. Et un grand accomplissement. Et ça, c'était une certitude. Oui, elle avait des relations privilégiées, je dirais, avec ses petits-enfants aussi, autant qu'avec ses enfants. Oui, et les arrière-petits-enfants, c'était important de pouvoir avoir les enfants à déjeuner le dimanche ou aller chez eux. Ça faisait la semaine. Hein. Nous allons déjà devoir conclure. Je voudrais comme dernière question, je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que vous pouvez fermer les yeux et la décrire physiquement? La décrire physiquement. Quelle est l'image qui vous vient? L'image d'une femme belle à tous les âges. Oui. Et je vais même parler du dernier moment. Avec l'accord de Stevie, je suis allée lui rendre visite au moment où elle était alitée. C'était la première fois. Et Stevie nous a laissés seuls. Et je suis restée quelques instants avec Antoinette. Et elle m'a regardée en souriant. Et puis elle m'a dit, mais tu vas me le dire. Est-ce que c'est vrai? Ils me disent que je suis encore belle. Mais est-ce que c'est vrai? Mais la question qu'elle posait, c'était encore avec un peu d'espièglerie dans la voix. Alors je n'ai pas eu à mentir pour lui donner la réponse qu'elle attendait. Bien sûr qu'elle était vraiment très belle. Il suffit de voir cette photo. Mais elle a été belle? Non. Raté. Raté. Mais voilà, pour moi, ça a été à toutes les époques de sa vie. Ah, voilà. Une femme absolument délicieuse, charmante, raffinée et adorable. Françoise, je finirai avec Stevie. Oui. Moi, c'est tellement clair, et grande classe. Oui. Grande classe physiquement. Ses brushings qui étaient parfaits, disons-le. Oui. Il n'y a jamais un cheveu qui a dépassé. Non, vraiment grande classe. Oui, physiquement, moralement, intellectuellement, spirituellement. Pour moi, c'est vraiment ça, grande classe. Et grande classe, ça n'a rien d'élitiste, c'est vraiment... Non, elle voulait que les choses soient bien, soient belles, soient justes. Grande classe, voilà. Merci. Ça, c'est l'image que j'en ai. Oui. Stevie, quand vous fermez les yeux. Écoutez, elle m'a empêché de faire beaucoup de bêtises. Ça, c'est un premier point. Mesdames, Messieurs, je suis tout à la fois très honorée et très heureuse de pouvoir évoquer la mémoire d'une des rares femmes d'État que la Belgique ait comptée. Survenue durant cet étrange été 2020, entre insouciance retrouvée et crise sanitaire latente, la disparition d'Antoinette Spaak n'a sans doute pas reçu de la part des médias toute l'attention qu'elle aurait méritée. Et les historiens, quant à eux, ont souvent besoin d'un peu plus de recul pour s'exprimer. Toutefois, par ses choix de vie, ses combats et son parcours politique atypique, il est d'ores et déjà évident qu'Antoinette Spaak laissera une trace importante dans l'histoire du pays. Née en 1928 dans un environnement familial privilégié à la croisée des arts et du politique, elle a grandi au cœur de 2 décennies à la fois bouillonnantes et dramatiques. Arrière-petite-fille du libéral progressiste Paul Janson, petite-fille de Marie Janson, première femme parlementaire belge, et surtout fille de Paul-Henri Spaak,
Premier ministre et ministre des Affaires étrangères à diverses reprises, père de l'Europe et secrétaire général de l'OTAN. D'aucuns pourraient considérer que si nous insistons ainsi sur le père, cela revient à juger la carrière de la fille à l'aune des opportunités familiales qu'elle a pu ou su saisir. En réalité, pour Antoinette Spaak, le rapport au père, sinon la piété filiale, sont totalement assumés. Dans le très bel entretien qu'elle a accordé en 2016 à l'historien et journaliste Francis van de Woestijn, elle évoque longuement l'importance de la figure paternelle. C'est Paul-Henri Spaak, dont elle fut séparée pendant les 4 ans de guerre, qui lui a transmis ce qu'elle appelle le virus politique et qui lui a permis, en l'emmenant avec lui en voyage au cœur de la vie bruxelloise, de changer son rapport au monde et de lui ouvrir des horizons inespérés pour une jeune femme de sa génération. Car Antoinette Spaak fut profondément une femme de son époque. Alors, comme beaucoup d'entre elles, elle s'est mariée très jeune, après des études inachevées, et elle a tenu le rôle alors attendu, celui de mère et d'épouse, pendant plus de 20 ans. L'intéressée affirme n'avoir jamais regretté ce choix et ajoute, je la cite, « J'étais à la fois mère au foyer et très mondaine ». Mais ensuite, après la mort de son père en 1972, et une fois ses enfants élevés, elle a entamé la carrière politique que l'on sait et assumé sa liberté personnelle, ce qui fait d'elle en réalité une féministe de son temps. Qu'elle soit devenue un modèle pour de nombreuses femmes politiques des générations suivantes, tout parti confondu, est un indice qui ne trompe pas. À la fin de sa vie, Paul-Henri Spaak se sentait de plus en plus à l'étroit au sein du Parti socialiste belge et il s'était rapproché du FDF, dont la ligne fédéraliste lui semblait désormais la plus à même de promouvoir les intérêts des Belges francophones, qu'ils soient wallons ou bruxellois. En ce sens, la crise de Louvain avait laissé des traces et la Belgique de papa était bien révolue. De son côté, Antoinette Spaak en était parvenue aux mêmes conclusions et, pour paraphraser la célèbre tribune de son père, on peut dire que ses yeux s'étaient eux aussi ouverts sur les nouveaux rapports de force à l'œuvre au sein d'une Belgique en voie de fédéralisation. En vue des législatives de 1974, elle est approchée par Lucien Outers, l'auteur du célèbre ouvrage Le divorce belge, qui était l'un des cofondateurs du FDF et député depuis 1968. L'idée de proposer à Antoinette Spaak une place sur la liste FDF reflète bien sûr l'envie de capitaliser sur l'image du père. Mais l'intéressé, qui n'est pas dupe et assume bien l'héritage, va rapidement réussir à s'imposer et à se faire un prénom. Élue députée en 1974, elle le restera durant 20 ans, tout en étant de ce fait même membre du Conseil de la Communauté française, une assemblée qu'elle présidera de 1988 à 1992. En 1979, elle est élue députée européenne aux premières élections directes de ce Parlement. Elle le demeure jusqu'en 1984 et y retourne une seconde fois de 1994 à 1999. Conseillère communale d'Ixelles de 1982 à 2001, elle a également siégé au Conseil de la région Bruxelles-Capitale de juillet 1989 à février 1991 et pour quelques mois en 2009-2010. Si elle dit n'avoir jamais souhaité devenir ministre, un exercice dans lequel la liberté est souvent relative, elle a néanmoins reçu le titre honorifique de ministre d'État en 1983. Elle n'était alors que la 2e femme à accéder à cette reconnaissance et force est de constater qu'en 2021, la liste ne s'est guère allongée puisqu'elle ne compte que 7 représentantes. Mais Antoinette Spaak fut aussi la première femme présidente d'un parti politique belge puisqu'elle dirigea le FDF de 1977 à 1982. À ce titre, elle fait donc figure de pionnière et elle a su imposer sa marque dans un univers forcément masculin où réside dans le système belge une bonne part du pouvoir. Avec humour et un certain anachronisme, elle a décrit son élection par cette formule, je la cite, « C'est comme si E.T. devenait président de parti ». Elle a su aussi reconnaître la difficulté et la rugosité de la tâche qui ne fut pas nécessairement sa préférée en disant « Tous les jours, quand vous vous réveillez, vous attendez la tuile ». On laissera à ses successeurs présents dans la salle de loisirs de confirmer ou non ses propos. De sa présidence, elle gardait 2 souvenirs amers. L'éviction inattendue des ministres FDF du gouvernement Martens I en janvier 1980, mais surtout l'échec en 1978 des fameux accords d'Egmont-Stuyvenberg qui auraient pu dessiner un nouveau paysage institutionnel belge et notamment faire naître plus tôt la région bruxelloise.
De cette occasion manquée, elle gardera toutefois le souvenir d'avoir pu nouer des rapports de confiance, voire d'amitié, avec des personnalités fortes et parfois politiquement éloignées de ses propres convictions, comme le socialiste régionaliste André Cols ou le président de la Volksuni, Hugo Schiltz. Cette capacité à se comprendre par-delà les frontières linguistiques et politiques est peut-être l'un des liants qui font aujourd'hui défaut à la machinerie belge. Une autre amitié profonde lia Antoinette Spaak à un libéral liégeois disparu prématurément, qui était Jean Goll. C'est avec lui qu'elle a négocié le cartel PRL-FDF, qui lui a permis entre autres de retrouver le chemin du Parlement européen. Alors sur l'Europe, pourtant, les divergences de vues étaient évidentes, entre Jean Goll, mais aussi Lucien Houters ou André Lagasse d'une part, et Antoinette Spaak de l'autre. Comment, d'ailleurs, la fille du père de l'Europe, fédéraliste dans l'âme, aurait-elle pu partager le gaullisme des premiers et leur scepticisme à l'égard de la supranationalité ? Antoinette Spaak était une Européenne convaincue, mais soucieuse de défendre une vision sociale de l'Europe et consciente, dès les années 80, des enjeux environnementaux. Elle défendait aussi avec ferveur la francophonie dont elle fut membre du Haut Conseil et la francité dont elle présida la maison. Son amour de la langue et de la culture française l'ont amenée à combattre, de manière vigoureuse, ce qu'elle considérait comme une invasion du franglais. Il ne s'agissait pas dans son chef de repli sur soi ou de frilosité, mais bien d'une lutte contre l'uniformisation culturelle. Elle défendait la langue comme élément d'identité et plaidait ainsi pour le multilinguisme des institutions européennes. En ce sens, les récents Heritage Days bruxellois lui auraient sans doute beaucoup déplu. Cet attachement aux Français est indissociable de son combat pour Bruxelles, sa ville de cœur, et pour la communauté française, un niveau de pouvoir souvent malmené, mais dans lequel elle voyait l'indispensable lieu de rencontre entre Bruxellois et Wallons, arguant que leur désunion signerait leur écrasement par une Flandre presque érigée en nation. En 2006 encore, elle co-signait un manifeste pour l'unité francophone et l'année suivante présidait avec Philippe Busquin le groupe Wallonie-Bruxelles. 15 ans plus tard, ce sujet, on l'a vu récemment, demeure l'un des enjeux des discussions sur une future réforme de l'État. Enfin, je terminerai cette évocation par un souvenir personnel. J'ai eu la chance de rencontrer Antoinette Spaak plusieurs fois, et notamment en 2007 lors d'un colloque organisé à Rome pour les 50 ans des traités fondateurs de l'Europe. Alors c'est le grand privilège des historiens de l'époque contemporaine de pouvoir deviser avec leurs objets d'étude. Je garde évidemment le souvenir d'une femme enthousiaste, vive, intelligente et au caractère bien trempé. Elle avait alors salué mon exposé de jeune chercheuse, mais avait ajouté « Mon Dieu, que vous parlez vite, il faudra corriger cela ». Alors Madame Spaak, ce soir, j'espère avoir, ne serait-ce qu'un peu, suivi votre conseil. Je vous remercie.